Alors, voyons voir si on peut revoir les parties importantes du début de l'unité. Alors, on avait l'utilisation de l'électricité. On a même fait un petit projet à la maison. Ça veut dire que nous savons maintenant que dans nos maisons, nous utilisons de l'électricité qui est alternatif. On a vu que le courant alternatif est fait par des centrales énergétiques et ça nous permet d'avoir une grande puissance facilement. Maintenant, dans nos maisons, notre énergie arrive à 240 volts et on va en parler tout à l'heure. Et celui-ci peut être divisé à 120 volts ici pour nos appareils, bien sûr. Et on a un cycle de 60 Hz. On a parlé en classe que le cycle de 60 Hz, c'est ce cycle que les électrons vont faire un aller-retour 60 fois par seconde. Et on a aussi parlé que les ordinateurs, eux, utilisent des gigahertz maintenant. Et c'est pour ça que plus la technologie avance, plus on a des ordinateurs rapides. La difficulté, c'est qu'on a de la chaleur qui est produite. Maintenant, courant alternatif ici est un mot à considérer. Et on va utiliser le petit acronyme AC comme ça. Certains appareils fonctionnent aussi à batterie. Donc, par exemple, nos téléphones. Et ceux-ci considèrent ou utilisent du courant qui est continu. En français, c'est courant continu CC. En anglais, on appelle ça direct current et c'est DC. Alors, il y a certaines personnes, peut-être dans cette classe ou vos parents, il y a un groupe de musique qui s'appelait AC/DC, qui est un... voyons voir, c'est pas CDA, c'est AC/DC. L'idée, c'est de cette idée d'électricité et qui est maintenant populaire. C'est une façon de s'en rappeler. Autre chose, nous avons aussi certains outils qui nous permettent de transformer ce courant. Un exemple qu'on utilise à tous les jours pour certains, il y a ceci. Ça transforme l'électricité qui est alternatif en courant qui est continu parce que ceci fonctionne à batterie. Votre téléphone fait exactement la même chose. Vous le connectez le matin ou le soir pour avoir de l'énergie et votre petit téléphone utilise un courant continu. Maintenant, l'énergie électrique arrive par quoi? Arrive par un panneau électrique et on a fait un petit projet sur ceci et ça arrive à 240 volts. Maintenant, dans le livre, on a mentionné que l'électricité est produite et c'est à grand voltage, c'est à plusieurs centaines de milliers de kilovolts. Maintenant, ces kilovolts sont divisés. Certaine énergie est perdue dans le transport pour finir à notre maison à 240 volts comme ceci. Maintenant, pour la plupart, on sait qu'on a un grand disjoncteur pour protéger notre maison. Ce grand disjoncteur est habituellement 100 ampères. S'il y a des personnes qui ont des ateliers, soit mécaniques, de menuiserie ou autres, souvent on peut monter ça à 200 ampères dans les maisons parce qu'il y a certaines machines qui utilisent plus d'électricité. C'est ça. Donc, habituellement, on garde le 240 volts soit pour des gros appareils, par exemple la sécheuse et la cuisinière dans la cuisine. Et ceci, on peut avoir, habituellement, il y a une limite de 30 ampères parce qu'on ne veut quand même pas surchauffer le système. L'autre chose, les fils sont plus gros. Pour le reste de la maison, on est à 120 volts et ici, on a une limite de 10 à 15 ampères parce qu'habituellement, dans la maison, nous ne faisons pas fonctionner toutes les prises de courant et toutes les lumières en même temps. Autre chose, on a aussi vu que nos maisons sont protégées. L'ancienne technologie, c'est les fusibles. Il y a une petite barre à l'intérieur que s'il y a trop de courant, s'il y a trop de courant, le fil va fondre et le circuit ouvre. Ça permet d'éviter le chauffage. Et la plupart de nos maisons maintenant sont des disjoncteurs. C'est un peu plus sécuritaire. Deuxièmement, ils sont recyclables. Donc, s'il y a trop de courant, le disjoncteur va ouvrir le circuit. L'appareil dans le disjoncteur va refroidir et on va remettre le circuit et c'est aussi simple que cela. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Alors, ça ici, c'est la fin du chapitre sur l'électricité. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que pour avoir de l'électricité à la maison, on a besoin de centrales qui produisent l'énergie. Alors, il y a les centrales hydroélectriques, le solaire, le nucléaire, la géothermie, les éoliennes et l'énergie marémotrice. Maintenant, gardez en tête que pas toutes
ces types d'énergie sont disponibles partout sur la planète. N'oubliez pas qu'on peut aussi utiliser la bioénergie. Et ça, c'est utiliser le bois ou à la maison, on a des petits copeaux. In English, we call them pellets, qu'on peut utiliser pour faire chauffer la maison ou le chalet. Il y a bien sûr les combustibles fossiles avec le gaz, le pétrole, ainsi que le charbon. Maintenant, tous ceux-ci ont certains avantages, plusieurs ont des désavantages, ça dépend de ce qu'on utilise. Alors, les centrales produisent une charge de base. Qu'est-ce que c'est une charge de base? C'est cette quantité d'énergie qui est utilisée. En moyenne, habituellement, c'est l'énergie qu'on produit avec les centrales nucléaires. C'est constant, on sait exactement qu'est-ce qu'on a. Et c'est bien sûr le minimum. On ajoute toujours l'énergie solaire, éolienne et aussi un peu hydroélectrique durant la journée. Maintenant, ceci peut fluctuer, surtout le vent et le soleil. L'hydroélectricité, c'est facile, on ouvre la valve ou on la ferme, dépendant de la quantité d'énergie qu'on veut avoir. Maintenant, si on a besoin de plus d'énergie, donc par exemple, on a besoin d'une charge moyenne un peu plus forte, on peut utiliser soit les combustibles fossiles ou l'hydroélectricité. Ça, c'est assez facile pour contrôler ceci. Maintenant, on a aussi vu que certaines de ces sources, et ça vous avez vu ça en 6e année et dans les années passées, il y a des sources de production d'électricité qui sont renouvelables et d'autres non renouvelables. Et donc, c'est à nous de réfléchir lesquelles est-ce qu'on veut utiliser et quand pour pouvoir avoir l'énergie qu'on veut. L'hydroélectricité est fantastique, mais on n'en a pas partout. Donc souvent, si on veut, on a une grande demande rapide, et on utilise des combustibles fossiles pour combler l'énergie nécessaire. Soit par le gaz, on peut allumer les moteurs et l'énergie est produite rapidement. Le diesel est aussi un qu'on utilise souvent. Le charbon prend plus de temps et produit plus de pollution. Donc, dans notre société, maintenant, on utilise les centrales au gaz, bien sûr. C'est bien. On a aussi vu que l'énergie utilisée à la maison est mesurée en kilowattheure. Ça, c'est de l'information qui vient de notre compteur électrique. Et voyons voir. On va le voir le mot tout à l'heure. Donc, le compteur électrique, le compteur électrique nous donne la quantité d'énergie qu'on a utilisée, multiplié par le temps qu'on utilise cette énergie. Alors, 1 kW, c'est 1000 watts, multiplié par l'heure. N'oubliez pas que la puissance, lorsqu'on veut mesurer la puissance qu'un appareil va produire, c'est le nombre de watts qui est égal au voltage, donc l'énergie des électrons disponibles multiplié par le courant, la quantité d'électrons qui passent. Maintenant, dites-vous que on n'en a pas parlé dans la classe, mais il y a une question d'efficacité aussi. Il y a une certaine quantité d'énergie qui est donnée, mais il y a aussi une certaine quantité d'énergie qui est produite. Prenez le séchoir à cheveux à la maison. Il produit une certaine quantité de chaleur, mais ce n'est pas... Tous les appareils ne sont pas efficaces à 100%. Il y a toujours de l'énergie qui est perdue. Donc ça, c'est une question d'efficacité. Ça ne sera pas sur le test, mais je veux que pour certaines personnes, il faut garder en tête que la quantité d'énergie que l'on donne pour faire quelque chose n'est pas toujours maximisée. C'est comme notre corps. On n'utilise pas 100% de l'énergie chimique qui entre dans notre corps. Il y a de l'énergie qui est gaspillée en chaleur et il y a bien sûr les déchets, soit liquides ou solides, qui éliminent certaines quantités de ces nutriments chimiques. Alors, si on a que P égale à V fois I, on peut utiliser cela pour trouver des informations nécessaires. Alors ici, si moi je dis que j'ai une ampoule de 100 watts, donc la puissance égale 100 watts, ça c'est la même chose que de dire 0,1 kilowatt. Nous, voyons voir, ça c'est la question de tout à l'heure. Si j'ai une puissance qui est égale à 100 watts, et je dis que c'est connecté à une prise de courant. Qu'est-ce que c'est une prise de courant? C'est une autre question. Ça ici, c'est une prise de courant.
lorsqu'on connecte un fil, on le connecte dans une prise de courant. Quel est le voltage dans les prises de courant ici? 120, voilà. Donc, on a un voltage qui est égal à 120 volts. Et la question est de savoir combien de courant passe dans celle-ci. Alors, il s'agit d'utiliser l'équation ici. On a 100 égale à 120 fois I. Alors, I égale à 100 divisé par 120, comme cela. Et ça, c'est mesuré en ampères. Je n'ai pas de calculatrice. Alors, c'est 10 sur 12, c'est 5 sur 6. Alors, le courant égale à 5 sur 6 ampères. Si j'ai une calculatrice, je peux calculer. Si je n'ai pas de calculatrice, une fraction est fantastique. C'est bien. On a aussi vu que les compteurs électriques, on dit qu'ils sont intelligents parce qu'ils mesurent la quantité d'énergie utilisée à différents temps de la journée. Alors, il y a un différent coût pour différentes parties. Alors, c'est 6,5 cents par kilowattheure ici. Et ça, c'est en 2018. Dans la période haute, j'ai oublié le nombre, je pense que c'est 11, c'est plus ou moins 11 cents par kilowattheure. Comme ça. Maintenant, ça c'est important parce qu'on peut choisir quand est-ce qu'on utilise ces appareils. Alors, quel est le coût de l'ampoule de 100 watts si utilisé pendant 3 heures à 6,5 sous par kilowattheure? Alors, pour le coût, c'est 0,1 kilowatts comme ceci, multiplié par le nombre d'heures, qui est 3 heures, multiplié par le nombre de cents par kilowattheure, comme ceci. Kilowattheure. C'est bon? Et alors, si on fait le calcul, les kilowattheures ici et ici vont s'annuler. Le nombre d'heures et heures ici vont s'annuler. Donc, on obtient ici, ce n'est pas des sous ici, on est rendu avec des dollars. On peut faire notre calcul et savoir comment est-ce que cette ampoule a coûté pour une personne pendant les 3 heures. Maintenant, est-ce qu'il y a seulement une ampoule dans notre maison? On a parlé de circuits électriques ici, on a fait des labos sur ceci. Cela permet de contrôler et de transformer l'énergie électrique. On a vu que si on prend l'exemple de notre téléphone, souvent la meilleure chose, téléphone. Parce que notre téléphone, c'est un exemple où l'énergie électrique qui vient de la batterie est transformée en lumière pour notre écran, en son, lorsqu'on écoute de la musique ou les personnes qui nous appellent. Ça peut être aussi l'énergie mécanique lorsque notre téléphone vibre ou thermique parce que celui-ci crée une certaine chaleur. Quelquefois, si on allume la lampe de poche, après un certain temps, ça va chauffer. Très bien. On a vu que, au début, lorsqu'on a réalisé qu'on pouvait contrôler l'énergie de ces électrons, on a utilisé ce qu'on appelle des piles voltaïques. On avait un contenant dans lequel on avait une solution qu'on appelle un électrolyte. Les premiers qu'on a utilisés étaient liquides. Donc souvent, les acides fonctionnent bien. De l'eau avec un peu de sel, quelquefois aussi. Mais les solutions acides fonctionnent très bien. On a aussi 2 électrodes ici. Et les 2 électrodes, c'est fait de 2 métaux différents. Et la raison, c'est qu'il y a toujours un métal qui veut des électrons beaucoup plus que l'autre. Ça veut dire qu'un attire les électrons et l'autre va en laisser aller. Et s'il y a un mouvement d'électrons et que dans l'électrolyte, il y a une réaction chimique qui peut donner de l'énergie aux électrons, on a à ce moment-là de l'électricité disponible. On a aussi vu qu'il y avait des piles sèches. Donc, ceci est le même principe que les piles voltaïques, sauf que les électrolytes sont plutôt une pâte. Ça nous permet d'avoir ici des petites piles, par exemple de 1,5 volts qu'on peut promener et transporter où on veut. Maintenant, dans nos téléphones, on a aussi des piles. Maintenant, les piles peuvent avoir différents types de voltage dépendant du travail que l'on veut faire. Si on prend les voitures, par exemple, dans les voitures, on utilise des batteries de 12 volts pour la faire partir et faire fonctionner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, il y a aussi, on a vu qu'il y a des piles primaires qui sont utilisées une fois. Il y a aussi les piles secondaires. Ceux-ci peuvent être rechargés
Cela fait partie des nouvelles technologies depuis une vingtaine d'années, peut-être, même un peu plus. Ça prend un peu de temps. Par contre, ça peut nous aider. Dans nos téléphones, est-ce qu'on a une pile primaire ou secondaire? Secondaire, parce qu'on les recharge à tous les jours. Maintenant, les technologies se sont améliorées beaucoup justement pour ça. Très bien. Il y a aussi des piles à combustible qui, eux, dans la réaction chimique, il y a un gaz produit. Alors, le gaz est utilisé comme combustible pour faire fonctionner un moteur. Et il y a aussi les piles solaires. Les piles solaires ont tendance à concentrer le rayon à un endroit spécifique. Souvent, ça peut faire bouillir de l'eau et faire tourner des turbines et donc faire de l'électricité. Ça fonctionne bien dans les pays du Sud aux États-Unis parce qu'il y a des grands déserts, grands espaces avec pas d'habitants. Ici, quelle est la limite de l'utilisation de l'énergie solaire comme électricité au Canada? Il y a deux grandes raisons pourquoi le Canada n'est pas la meilleure place pour faire des piles solaires, avec turbines et eau ou autres fluides. Yeah. Parce que la plupart du temps, c'est froid. Parce qu'il fait froid durant l'hiver, donc ceci fait que les liquides et les fluides vont coûter plus cher pour que ça fonctionne. Deuxièmement, la longueur des journées. Durant l'hiver, les journées sont très courtes et donc ça donne moins de temps pour faire cette énergie. Très bien, on a suivi cela avec les circuits simples. Alors, les circuits simples, qu'est-ce que c'est? Il y a une source, un interrupteur, une charge et des fils de connexion. On peut aussi dire des conducteurs. Ou des fils conducteurs, ce sont tous des synonymes. Alors, bien sûr, pour qu'un circuit fonctionne, il faut s'assurer que celui-ci soit fermé. Parce que si l'interrupteur n'est pas fermé, les électrons ne peuvent pas bouger, donc on ne peut pas transformer cette énergie. Alors, lorsqu'on parle d'un circuit, il faut considérer certaines choses importantes. Premièrement, le courant. Le courant, c'est combien d'électrons peut passer. Si l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas d'électrons qui passent. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ces électrons qui passent doivent avoir une certaine énergie. Alors, ils ont deux unités spécifiques. Le courant est mesuré en ampères avec un ampèremètre et la tension est mesurée en volts avec le voltmètre. Maintenant, pour pouvoir transformer l'énergie électrique en d'autres types d'énergie, on a besoin de résistance. Maintenant, la résistance est mesurée en ohms, comme ceci, H-O-M, avec ici l'unité oméga, ou le caractère, grec oméga, et c'est mesuré par un ohmmètre. Dans un instant, je vais faire un calcul pour vous montrer qu'on peut calculer la résistance. C'est bien. Question jusqu'à maintenant? Il y a quelque temps, la sécheuse à la maison ne fonctionnait pas. Donc, un exemple avec la sécheuse. Et la personne qui est venue pour réparer la sécheuse a ouvert la sécheuse et a mesuré certains endroits pour savoir s'il y avait des résistances à ce moment-là. Il a mesuré à 2 ou 3 endroits, il a remarqué que, oh, voici le morceau qu'il faut réparer. Comment est-ce qu'il a trouvé cela? C'est que la machine était débranchée pour la sécurité. Il a mesuré, est-ce qu'entre ces deux points où on doit produire la chaleur, est-ce qu'il y a une résistance que je peux mesurer? S'il n'y a pas de résistance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas à cet endroit. Donc, la mesure de cette résistance lui a donné l'endroit spécifique où changer le morceau. Il a commandé le morceau, on l'a changé et bien sûr, ça a fonctionné. OK. Petit calcul maintenant. La loi de Ohm qui est V égale à R fois I. D'autres personnes vont dire c'est R qui est égal à V sur I comme ça. C'est exactement la même chose. Maintenant, l'idée c'est que si on a un circuit, on peut mesurer des informations. Donc ici, j'ai une tension qui est égale à 6 volts. Et ici, j'ai le nombre d'ampères qui est égal à 1 ampère ici.
Ça, c'est l'information qui est totale ici. Est-ce que je peux mesurer ou calculer la résistance totale de ce circuit? Bien sûr. La résistance est V sur I comme cela, qui est 6 sur 1. Et donc, notre résistance ici égale à la résistance totale égale à 6 ohms. Maintenant, si on regarde ici pour l'ampoule qui est là, j'ai un voltmètre qui dit que le voltage est égal à 3 volts. Si ici, j'ai un ampèremètre qui dit qu'il y a 1 ampère qui passe dans le circuit, combien d'ampères va passer dans l'ampoule ici? Oui, il va y en avoir 1 parce qu'il y a un chemin par lequel les électrons peuvent passer. 1 ampère. Et donc, si je cherche la résistance, c'est V sur I qui est égal à 3 sur 1 qui est égal à 3 ohms. OK. Maintenant, nous avons déjà vu que si on a une ampoule, on a une certaine brillance. Si on a 2 ampoules, les 2 ampoules deviennent moins brillantes. Vous vous rappelez d'avoir fait ça en laboratoire? Donc, ceci, la raison, c'est que si on met des ampoules en série, on doit à ce moment-là considérer que la résistance peut affecter la quantité de tension à chacune de celles-ci. Alors, bien sûr, ça nous donne maintenant l'idée des lois de Kirchhoff qu'on a fait dans la dernière journée. Maintenant, les lois de Kirchhoff permettent de calculer certaines choses. On a aussi vu que pour les calculs, la résistance peut changer dépendant du type de matériau ou autre situation qui change celle-ci. Alors, qu'est-ce qui affecte la résistance d'un fil ou d'un objet spécifique? Alors, si on prend un fil, disons qu'un fil de cuivre comme ceci, il y a certaines choses qui changent. Le fait de changer la composition change la résistance. Si on a un fil de cuivre ou d'aluminium, c'est différent. Je rappelle qu'ici, les lignes de transport, à haute tension ont tendance à utiliser des fils en aluminium. Ça conduit bien l'électricité et c'est moins pesant. Ce sont ces grands fils qui sont suspendus dans les airs. Maintenant, lorsque on est dans une maison, un bâtiment, on utilise le cuivre, ça fonctionne très bien et ça coûte un peu moins cher. Et donc, la composition peut changer comment est-ce que la résistance est. Il y a le diamètre. Si on a un petit fil comme ceci comparé à un fil comme ça, plus le fil est gros, plus il peut y avoir des électrons qui passent et plus la résistance descend. Il y a la longueur. Si on a des extensions qui sont trop longues, ça augmente la résistance. Alors, si on prend ceci, le fait d'utiliser des câbles qui sont très longs affecte la résistance. Lorsqu'on parle des routeurs Wi-Fi ou Wi-Fi, ça permet de pouvoir enlever des fils et ça nous aide un peu. Il y a bien sûr la température. Il y a des résistances qui sont ohmiques, comme ceci. Ça veut dire que même si le nombre d'ampères augmente, la température fait qu'il n'y a pas de changement sur la résistance. Lorsqu'on a des résistances qui sont non ohmiques, qu'est-ce qui arrive? C'est que dépendant de la quantité d'ampères et la température, ça peut changer la résistance. Ceci souvent coûte moins cher et comme j'avais mentionné en classe, souvent on peut décider de contrôler la quantité de courant qui passe à un endroit. Comme ça, on peut prendre des résistances qui sont moins chères et qui font un très bon travail. Sauf que si il y en a trop, ça crée des problèmes. Alors, je ne sais pas exactement si c'est le cas. Non, je n'irai pas là parce que ce n'est pas nécessaire. Dernière loi qu'on a vue, ou dernière partie, c'était les lois de Kirchhoff en série ou en parallèle comme ceci. Comment est-ce que ces lois fonctionnent? En série, on dit que le voltage total égale au voltage de chacune de ces parties. Alors ici, on a 2 ampoules qui sont identiques.
3 volts chacune. Si on les additionne, ça nous donne le voltage total. Si on regarde le courant total, c'est égal au courant à chacun des endroits de notre circuit. Alors ici, j'en ai mis jusqu'à 3. Sur le circuit ici, j'en ai 2, mais c'est le même principe. Puisqu'il y a un chemin seulement, le nombre d'ampères à l'ampère-mètre, ici, et l'ampoule qui est là et ici, le nombre d'ampères sera égal à chacune des endroits. Parce qu'il y a un chemin seulement. Et ça nous dit aussi à la fin que la résistance totale ici, c'est la somme des résistances de chacun de ceux-ci. Plus on ajoute d'ampoules, plus on augmente la résistance, et c'est pour ça que la luminosité des ampoules diminue au fur et à mesure. En parallèle maintenant, alors si j'ai 6 volts ici, quel est le nombre de volts à cette ampoule? 6. Et à l'autre? 6 aussi. Parce qu'il y a plusieurs chemins possibles. Donc le voltage total est égal au voltage à chacune des charges, qui est différent de celui-ci. Alors ça, c'est le voltage total. Ici, le courant total. Chose intéressante, le courant total, ici, ça dépend du nombre de chemins différents qu'il y a. Donc ici, il y a 2 ampoules en parallèle. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'ampères qui peut passer ici. Ça veut dire que le nombre d'ampères à la première ampoule est égal au nombre d'ampères à la deuxième. Et s'il y en a une troisième aussi. Et ça, c'est égal. Excusez, c'est pas égal. On doit les ajouter. Alors, le nombre d'ampères total qui est ici est la somme de chacune des ampères qui passent à chacune des ampoules. Et je m'excuse ici. Très bien. Maintenant, pour la résistance totale. La résistance totale ne sera pas sur le test lorsqu'on est en parallèle parce que c'est un peu plus compliqué. Je vais l'indiquer ici, mais il n'y aura pas de questions ici. Parce que ici, on parle des réciproques. On doit utiliser des fractions et on peut quelquefois utiliser la résistance totale ici et d'autres façons de trouver les résultats. Mais il n'y aura pas de questions comme cela sur le test parce que ici 1 plus 1, 2 plus 1 sur R3. Donc on peut voir que la réciproque de la résistance totale est égale de la somme des réciproques de chacune des résistances. Un peu plus compliqué, mais tout de même, je ne le mettrai pas sur le test, mais certaines personnes veulent peut-être savoir que oui, il y a une équation qui existe. Alors, il y a quelques questions qui se rapportent à ceci, et c'est dans le livre, et ça faisait partie des questions qui sont juste ici, avec la page 480, numéro 1 à 8, 18 et 21. Ceci peut vous aider. OK. Alors, il reste la section sur quoi? L'électricité statique, merci. Alors, de bon retour, j'ai changé la façon que j'ai enregistré parce que j'ai une difficulté technique tout à l'heure. Donc, s'il y a une différence de volume, s'il vous plaît, ajustez le volume de ce vidéo. Alors, voyons voir. Nous sommes dans la section d'électricité statique. Alors ici, j'ai enregistré le vidéo plus tôt. Par contre, je n'avais pas de voix. Donc, je fais maintenant une deuxième fois. La matière a tendance à être neutre. Alors, on peut créer des charges sur des isolants, spécialement lorsqu'on les frotte. Donc, on appelle ça le chargement par frottement. Donc, pour faire ceci, alors on a ici, par exemple, un bâton d'ébonite qui est neutre et un bout de laine neutre. On a ici un autre, si on frotte les deux ici ensemble, qu'est-ce qui arrive? C'est que cela donne un peu d'énergie aux atomes de surface et donc les électrons de la laine se transfèrent au bâton d'ébonite. On se retrouve donc ici avec une charge négative sur le bâton ainsi qu'une charge plus positive sur la laine. Et c'est comme ça qu'on charge par frottement. Donc ici, les petites flèches montrent que les électrons sont partis de la laine et sont allés par le morceau d'ébonite. Alors, continuons un petit peu.
La série électrostatique nous aide à savoir comment est-ce qu'un objet est suite au frottement, suite au chargement par frottement. Donc, on peut voir ici sur la liste, j'ai le verre, les cheveux, la laine, la soie, le coton, le ballon à caoutchouc, polystyrène et ébonite. Maintenant, on a vu en classe que lorsqu'on prend un ballon de caoutchouc et on le frotte sur les cheveux, on se retrouve avec une charge sur le ballon et il colle sur le mur. L'exemple précédent, on avait l'ébonite et la laine qu'on a frottées ensemble. Maintenant, chose intéressante, pourquoi la laine est positive, c'est que la laine attire plus faiblement les électrons que l'ébonite. Alors ici, on a l'électron, et donc l'électron qui est disponible de la laine va être attiré par les matières qui attirent plus fortement les électrons, et donc ici, l'ébonite. L'ébonite devient donc négatif, et la laine est donc positive. Alors ici, c'est ça, l'ébonite qui devient négatif. Et bien sûr, c'est une liste qui est partielle. Dans le manuel, il y a beaucoup plus d'informations si nécessaire. Alors ici, j'ai deux petits dessins. J'ai un petit dessin en vert ici et en rouge et noir. Ce sont deux dessins d'électroscopes. Et les électroscopes sont des appareils pour savoir si un objet est chargé ou neutre. Et celui-ci, ce qui est intéressant, et on va en parler tout à l'heure, ça nous montre que certains objets peuvent être chargés, ici, soit par contact ou par induction, et ça nous permet d'avoir des objets qui sont chargés. Ceux-ci peuvent nous permettre à savoir si un autre objet, qui, lorsqu'approché, a la même charge ou une charge opposée. Okay, continuons. Alors, l'autre concept à considérer est la mise à la terre. Donc, voyons voir si alors, la mise à terre est ici. Éventuellement, ça va souligner. C'est un objet qui a une connexion qui permet à un objet chargé de devenir neutre. Donc, s'il y a des électrons d'extra, la mise à la terre va enlever ceux-ci. Si c'est un objet qui est positif, la mise à la terre va attirer les électrons pour que cet objet devienne neutre. Maintenant, ici, il y a quelques petites choses importantes. Il y a les plastiques qui sont bien sûr des très bons isolants. On a vu dans nos circuits que le cuivre est un excellent conducteur. Il y a aussi, alors ici, conducteur, il y a aussi d'autres types de matériaux qui sont semi-conducteurs. Et ceux-ci sont des matériaux qui soit ralentissent les électrons ou comme une résistance spécifique ou qui peuvent même permettre aux électrons de circuler d'un côté et non de l'autre. L'autre type, c'est les supraconducteurs. Les supraconducteurs sont des matériaux qui ont tendance à faire circuler les électrons avec très peu ou pas de résistance du tout. La différence, c'est qu'ici, on a besoin d'une température très froide et souvent, moins 150 degrés est souvent la norme. Les recherches montrent que peut-être à moins 70 degrés, c'est possible, mais tout de même, ce sont des environnements qui sont très froids. Maintenant, continuons. La prochaine partie est, voyons voir, le chargement par contact. Alors, le chargement par contact, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pris l'idée qu'on prend notre objet isolant, qui est notre ballon de caoutchouc et un mur ici. Chose intéressante, c'est que si on frotte le ballon sur des cheveux, on se retrouve avec un ballon qui est négatif suite à ce qu'on connaît de la série électrostatique. Lorsqu'on prend ce ballon et on le place sur le mur, alors le mur, bien sûr, est neutre habituellement. Comme toute matière, il a tendance à être neutre. Maintenant, lorsque le ballon s'approche du mur, on se retrouve avec quelque chose d'intéressant. C'est que les électrons qui étaient à la surface ici vont être repoussés juste un petit peu. Et on se retrouve donc avec une petite paroi ou une petite place qui est positive. Et donc, les positifs attirent les négatifs du ballon et donc celui-ci va coller sur le mur. Bien sûr, le mur doit être un isolant aussi. Après un certain temps, les électrons qui sont sur le ballon ont une chance ou l'opportunité de sauter sur le mur pour pouvoir neutraliser cet endroit. Par contre, aussitôt que les électrons ont quitté le ballon, on se retrouve donc avec une charge qui est beaucoup plus neutre. Ça veut dire qu'il y a moins de charge négative qui retient le ballon ici, donc le ballon a tendance à descendre vers le bas. Nous avons ici les lois des charges électriques.
La loi des charges électriques parle des charges, bien sûr, de différents objets. Ceux-ci peuvent être neutres, positifs ou négatifs. Lorsqu'on a deux charges positives ou deux charges négatives, ceux-ci se repoussent. Ce sont des charges qui sont pareilles, ils ne veulent pas être une après de l'autre, il n'y a pas d'attirance. Par contre, lorsque les objets sont différents, ils s'attirent. Donc, je vais écrire ici « se repoussent » lorsque les charges sont identiques. Et lorsque on a des objets neutres et positifs, négatifs ou des charges différentes, les objets s'attirent. Donc ici, on va vous montrer les petites flèches. Alors ici, j'ai fait une petite erreur. Non, ce n'est pas de ce côté-là, monsieur. Merci, on va effacer ça. C'est de ce côté-ci. Lorsqu'un objet est neutre et en contact avec une charge qui est positive ou soit négative, les charges s'attirent. Et donc, c'est une des propriétés des charges électriques. Donc ici, on a des charges différentes. Qu'avons-nous maintenant? Un exemple de champ électrique. Si vous vous rappelez bien, on avait un bâton d'ébonite qu'on avait chargé avec la laine ou la fourrure et on avait eu un bâton négatif. Et lorsqu'on approchait celui-ci d'un filet d'eau, le filet d'eau ici est attiré par le bâton. Alors ici, nous avions un filet d'eau qui était neutre, mais puisqu'il y a des positifs et négatifs ici, les négatifs sont un petit peu repoussés par les négatifs du bâton, donc les positifs vont être attirés par le bâton et donc le filet d'eau est attiré lorsqu'il passe à proximité de ce bâton. Ici, j'ai des exemples. Alors ici, on va parler d'électroscope, donc électroscope avec un S. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des appareils, ça c'est des électroscopes à feuilles. Ce sont des appareils qui peuvent nous aider parce que l'on peut donner une charge par induction ici. Donc on appelle ça un chargement ou une charge par induction. Comment est-ce que ceci se produit? Donc premièrement, on a ici un électroscope qui est neutre, donc même nombre de charges positives et négatives partout. Ça va. On approche par contre un objet, par exemple un bateau d'ébonite qui est négatif, de notre électroscope, mais puisqu'il est négatif, les électrons qui sont dans la petite boule sont repoussés vers le bas. Donc on a une augmentation des charges négatives vers le bas, même s'il y a quelques charges positives. La résultante, c'est qu'on a deux petites feuilles négatives qui se repoussent. Maintenant, lorsqu'on a notre petite boule ici, avec notre charge, et qu'on met une mise à la terre. Donc, une mise à la terre, voici le symbole juste ici. Alors ici, on peut voir qu'on ne touche pas le bâton et la petite boule. La mise à la terre va permettre aux électrons qui sont accumulés ici d'avoir l'opportunité de quitter l'électroscope. Donc, ils vont quitter ici. Et en quittant, on se retrouve avec ici un électroscope qui est neutre ou semble neutre avec le bâton qui est là. Maintenant, la raison pourquoi que ceci peut être un électroscope qui est chargé, c'est que s'il y a des électrons qui sont partis, on se retrouve donc avec une augmentation de la proportion de charge positive. Et donc, ci-dessous, je vais faire un autre électroscope dans un instant. Et on se retrouve, lorsqu'on enlève le bâton ici, on se retrouve donc avec un électroscope qui est chargé positivement. Alors ça, c'est intéressant parce que celui-ci est maintenant chargé. Et ça nous permet de pouvoir comparer des charges de d'autres objets. Donc ici, on mentionne qu'on a enlevé le bâton. Donc on a ici un électroscope qui est plutôt chargé positivement. Ça veut dire que si on approche un objet qui est négatif, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les négatifs vont venir ici. Voyons voir qu'est-ce que le dessin va dire. J'oublie. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors ici, on a mis à la mise à la terre, on a notre électroscope qui est plus positif. Que va-t-il se passer? Si on met une charge positive qui est ici, alors les électrons qui sont sur le bout ici vont être rapprochés d'un bâton qui serait positif en haut ici. Ça veut dire que les petites feuilles vont s'éloigner encore plus parce que ça devient de plus en plus positif. Par contre, si on était pour ajouter une
une charge négative, donc une charge négative qui est ici, les quelques électrons qui sont ici seraient poussés vers le bas, qui rendraient les feuilles ici beaucoup plus neutres, et ça veut dire que nos petites feuilles se rapprocheraient vers l'intérieur. Donc ceci, à partir d'un électroscope chargé positivement, permettrait de savoir si on approche un objet positif ou négatif. Maintenant, regardons quelques exemples supplémentaires. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ceci? Ici, j'ai un exemple, si on a une maison, ici on a un arbre, et on a des nuages qui, parce qu'il y a beaucoup d'eau, ont une accumulation d'électrons ou de charges négatives. Ce que nous avons appris à utiliser, c'est un paratonnerre. Et les paratonnerres sont faits parce que si on a une charge négative ici, ça veut dire que les électrons qui peuvent être ici ont tendance à vouloir aller vers le bas. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une maison avec un toit qui est beaucoup plus positif ici. Maintenant, chose intéressante, nous avons ici une mise à la terre, donc même si les électrons descendaient plus vers le bas et qu'on avait la pointe plus positive, les électrons qui sont ici, au lieu d'aller sur le toit, viendraient faire un tour et iraient sur le paratonnerre et permettraient à voir les électrons d'aller dans le sol et donc protéger la maison. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, les électrons descendent ici de la mise à la terre et nous avons donc protégé, que ce soit une maison, que ce soit un édifice de notre société, église ou mosquée, ou même la tour du CN. L'autre exemple que j'ai ici, c'est encore le nuage et on a le petit arbre. Même principe, on a des électrons dans le nuage. Les électrons dans l'arbre, parce qu'il y a de l'eau, seront poussés vers le bas. On se retrouve avec une tête ici beaucoup plus positive. Et ça veut dire qu'on a les électrons qui vont vouloir passer du nuage à notre arbre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve donc avec des arbres qui ont reçu la foudre. Un autre exemple de ceci, si on a quelqu'un qui joue au soccer ou qui joue au golf, celui-ci se retrouve sur un terrain. Les électrons qui sont dans le corps ont tendance à s'éloigner. On a une belle tête qui est une belle cible pour une éclair. Alors, c'est pour ça qu'on dit aux joueurs de soccer et de golf de quitter le terrain s'il y a des nuages qui s'approchent et qui a un orage électrique. S'il y a une façon où vous êtes dans le milieu et vous ne pouvez pas entrer, on peut se coucher sur l'herbe et ça peut minimiser l'effet d'attirance des électrons du nuage. D'autres petites applications maintenant, on a le précipitateur électrostatique. Le précipitateur électrostatique, ce qu'il dit, c'est que si on a de l'air pollué qui entre d'un côté et que nous, à la fin, on veut avoir de l'air qui est propre, je ne sais pas quel mot j'ai utilisé tout à l'heure, de l'air filtré, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on va faire passer l'air dans une machine et on va donner à différentes plaques des charges. On va dire qu'une est positive, l'autre négative, positif, négatif, et ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant parce que lorsqu'il y a une particule qui est ici négative qui passe, celle-ci sera attirée par les charges positives. Si on a une charge qui est positive, celle-ci va être attirée par une charge négative du filtre électrostatique. Et après, s'il y a un objet qui est neutre, des fois plus grosse, va être attiré soit par les charges positives ou négatives. Et après un certain temps, ce qui arrive, c'est qu'on prend un arrosoir et on nettoie, les grilles et tous les polluants vont dans le sol, vers le bas, et donc un précipitateur, et on peut s'occuper des déchets de cette façon-là. Une autre possibilité, ce sont les pistolets électrostatiques. Ça ici, c'est qu'on a un pistolet à peinture et on donne une charge aux gouttelettes de peinture. Donc, par exemple, si on met des petites gouttelettes à charge négative, ceux-ci vont être envoyés par le pistolet. Mais si l'objet à peinturer est positif, celui-ci va attirer les petites gouttelettes négatives et donc nous allons avoir de la peinture qui s'étend facilement sur le produit. Et deuxièmement, il y a peu de pertes. Et ceci permet bien sûr d'avoir moins de coûts. Donc, ça coûte moins cher de peinture parce que la peinture
presque au complet va sur l'objet. Il y a aussi moins de pertes, donc moins de pertes de peinture, et bien sûr, c'est mieux pour les travailleurs qui travaillent dans un environnement plus sain, et il y a moins de pollution dans l'air. L'autre objet qu'on a, c'était les photocopieurs, les imprimantes et les scanners. Alors l'idée ici, c'est que nous avons trois petites choses. Nous avons un laser ou une lumière, et celui-ci va aller sur un papier blanc, et sur un cylindre, il y aura des petits endroits où des charges seront posées. Alors ici, le cylindre va être chargé où il y avait un objet, habituellement noir ou de couleur spécifique, sur la feuille initiale. Ce cylindre chargé se rapproche des particules d'encre, et ces particules d'encre, on peut les appeler le toner aussi dans soit une imprimante laser ou une photocopieuse. Et la dernière chose, c'est que ces particules d'encre sont mises sur une nouvelle feuille de papier. Et ensuite, on cuit l'encre, donc on cuit sur papier avec la chaleur ce nouveau dessin suite aux charges. Et donc, on a notre papier qui est imprimé. Donc ça, ce sont les grands points. Donc ici, l'image va descendre un petit peu pour expliquer que ces 4 points se rapportent au photocopieur, à l'imprimante et au laser. Et merci d'avoir suivi cette revue. Au revoir.